Si vos meilleurs amis et vous étiez pris en chasse par un homme déguisé en pèlerin devenu complètement fou, que feriez-vous quand ces adolescents fauteurs de troubles transforment accidentellement des soldes en un véritable carnage? Une personne de la foule décide de se venger. Et chacun de ces jeunes se retrouve alors sur la liste des personnes à abattre cette année. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur du Black Friday dans Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Cette année, la vengeance a remplacé la dinde au menu et elle sera servie froide. C'est Thanksgiving à Plymouth. Et tout le monde dans la ville passe la soirée à savourer un repas fait maison avec ses amis et sa famille. Sauf ce gars, Mitch, le malheureux gérant du supermarché local Rightmort. Quand Mitch arrive au magasin, une foule énorme s'est déjà massée sur le parking et elle est prête à se jeter par tous les moyens sur des gaufriers gratuits. Se sentant coupable qu'il ait dû quitter le dîner plus tôt que prévu, sa femme Amanda débarque au magasin et elle lui a ramené à manger. Elle est accompagnée de leur ami Eric, le shérif de la ville, qui est là pour aider à contrôler la foule. Pendant ce temps, Jess, la fille du propriétaire, et ses amis décident de s'arrêter au magasin pour profiter des bonnes affaires. Comme Jess possède les clés du magasin, elle parvient à les faire entrer par l'entrée du personnel avant l'heure d'ouverture. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Quand la foule à l'extérieur voit que les jeunes ont la primeur des bonnes affaires, elle entre immédiatement dans une rage sanguinaire incontrôlable et elle franchit les barricades, forçant l'unique garde de sécurité sous-payé à fuir pour sauver sa peau. Mitch et Eric sont rapidement piétinés dans la cohue et le poids de la foule qui se presse contre les portes vitrées les fait s'effondrer, ouvrant les vannes à la marée d'acheteurs. Un homme se tranche la jugulaire sur un éclat de verre brisé et il succombe à ses blessures au moment où il pose la main sur son gaufrier tant convoité. Dans le chaos, Bobby, le petit ami de Jess, aperçoit un des agents de sécurité qui a besoin d'aide. Mais dans la bousculade, il se fait casser les bras comme un cure-dent, ce qui met un terme brutal à sa carrière prometteuse de joueur de baseball. Pire encore, Amanda est projetée au sol et elle se prend 2 chariots de supermarché en pleine tête. Le temps que Mitch arrive jusqu'à elle, il est déjà trop tard. Amanda meurt et de nombreuses personnes perdent la vie. Mais à la fin, il semblerait que personne n'ait retenu la leçon. Ok, j'ai déjà entendu parler de l'idée de faire du shopping jusqu'à l'épuisement, mais là, c'est ridicule. Les gaufriers gratuits, c'est bien, mais quand Thomas, le propriétaire, a décidé que pour le Black Friday, son magasin organiserait des soldes à tomber par terre, je ne pense pas que c'est ce qu'il avait en tête. Tout ça peut ressembler à une blague qui aurait mal tourné, mais la vérité, c'est que les dangers du Black Friday sont bien réels. En fait, Thanksgiving et le Black Friday sont 2 des fêtes les plus dangereuses de l'année en raison de la combinaison d'une forte consommation d'alcool et de foules indisciplinées. Au fil des ans, la situation s'est tellement détériorée qu'il existe maintenant un site web appelé Black Friday Death Count, qui recense le nombre de décès et de blessures survenus à l'occasion de ces événements. Selon ce site, depuis 2006, on estime que 17 personnes ont tragiquement perdu la vie sur les champs de bataille du Black Friday, et que des centaines d'autres ont été gravement blessées. C'est complètement dingue! On dirait qu'il va falloir ajouter Amanda, le gars du gaufrier, et cet agent de sécurité à la liste. Ce que nous voyons ici, c'est l'exemple typique d'un phénomène mortel appelé bousculade. À cette densité, la foule n'est plus un rassemblement d'individus différents, mais une masse liquide unique qui transmet la pression d'une personne à une autre comme une vague inarrêtable. Cette situation est dangereuse, parce que si une personne trébuche, il peut se produire un effet domino. Les gens se retrouvent ensevelis sous ceux qui continuent à tomber dans la foule, et la poussée fait qu'il leur est impossible de se relever. Pour les millions de personnes qui souffrent de claustrophobie dans le monde, c'est le pire des cauchemars. La pression exercée par la foule qui pousse vers l'avant peut rapidement devenir si forte que les personnes qui sont devant sont prises en sandwich contre la barricade et suffoquent. Et si cette barricade devait s'effondrer sous le poids, toute personne se trouvant sur le passage de la foule pourrait facilement être piétinée à mort. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre agent de sécurité qui essayait seulement de faire son travail. Le premier signe qu'une foule devient incontrôlable, c'est quand vous vous sentez pressé de tous les côtés. Selon les experts, la meilleure stratégie consiste alors à se comporter comme dans un courant d'arrachement, c'est-à-dire en se déplaçant sur le côté de la foule en suivant le flux de pression, au lieu d'essayer de fuir vers l'avant ou de tenter de repousser la foule. Quant à Jess et ses amis, dès qu'ils ont vu ce qui allait se passer, ils auraient dû se précipiter vers la sortie arrière le plus rapidement possible pour éviter d'être envahis par la foule d'acheteurs frénétiques. Après tout, si même les agents de sécurité ont décidé qu'il était temps de se barrer, vous auriez peut-être dû suivre l'exemple et faire de même. En réalité, toute cette effusion de sang aurait pu être facilement évitée si Thomas et sa femme avaient passé plus de temps à penser à la sécurité publique plutôt qu'au profit. Et maintenant, ils sont à l'origine de la naissance d'un tueur pervers qui va leur montrer l'erreur qu'ils ont commise. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Nous reprenons l'histoire 1 an plus tard, et bien que la vie continue pour la plupart des habitants de la ville, Bobby n'a pas donné de signe de vie depuis le drame. Aucune arrestation n'a eu lieu et Mitch est maintenant à la tête d'un mouvement de protestation pour faire fermer le magasin.
Il est convaincu que le propriétaire essaie de faire oublier à tout le monde ce qui s'est passé afin de pouvoir continuer à encaisser les bénéfices. Alors qu'elle déjeune avec ses amis au restaurant du coin, Jess remarque Bobby qui s'éclipse par la porte de derrière. Ils ne se sont pas parlé depuis l'année dernière, et maintenant, elle s'est remise avec son ex Ryan, ce type un peu débile. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Pour une raison qui leur échappe, un internaute du nom de John Carver, du même nom que celui porté par le premier gouverneur de la colonie de Plymouth, les a tous tagués sur une photo d'un repas de Thanksgiving avec la légende suivante. La table est mise. Il ne le réalise pas encore, mais il y a un tueur déséquilibré en cavale qui a un compte à régler, et la serveuse est sur le point d'être sa première victime. Elle ferme le restaurant et se prépare à rentrer chez elle pour la nuit, sans se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui l'observe discrètement depuis la cuisine. Alors qu'elle enfile sa veste, elle est tout à coup prise en embuscade par un individu déguisé en John Carver, qui la colle au mur et lui entaille la main avec une lame de rasoir. Le tueur la traîne jusqu'à l'évier, et il lui plonge la tête dans l'eau avant de la maintenir fermement contre la porte intérieure du congélateur. La femme est coincée comme dans une version déformée de cette scène tirée d'un film de Noël. Le tueur saisit sa hache pour finir le job, mais la femme réussit à s'échapper juste à temps. Terrifiée, elle s'enferme dans le bureau du directeur pour essayer d'appeler à l'aide, mais elle n'arrive pas à déverrouiller son téléphone parce que ses bouts de doigts ont été arrachés et que son visage est salement amoché. Juste à ce moment-là, elle entend la sonnette de la porte d'entrée tinter et elle pense que l'agresseur a dû renoncer à la poursuivre. Mais elle est loin de se douter qu'il s'agit en fait d'un piège. Elle court vers sa voiture dans le parking, mais pour une raison qu'elle ignore, elle n'arrive pas à retrouver ses clés. C'est parce que le tueur est déjà dans sa voiture. Alors qu'elle court se réfugier dans une benne à ordures, il appuie sur l'accélérateur et lance la voiture sur la benne dont le couvercle se referme brutalement sur la serveuse et la coupe en deux. Le lendemain matin, le shérif arrive sur les lieux du crime et il découvre la moitié inférieure de son corps accrochée au sommet de l'étoile qui orne la façade de Wright Mart. De toute évidence, ce tueur adresse un message au propriétaire et à tous ceux impliqués dans le massacre de l'année dernière. Ok, je suppose que ça veut dire que la cuisine est fermée ? Il semblerait que la serveuse ait finalement obtenu la réduction de 50% qu'elle cherchait, mais pas tout à fait de la manière dont elle l'espérait. Et il serait temps de se poser cette importante question. Qu'aurait-elle pu faire différemment pour rester en vie ? S'il y a une chose que nous savons à propos de Lizzie, c'est qu'elle savait se défendre dans un combat à main nue. L'année dernière, lors des soldes du Black Friday, elle s'est battue avec tout le monde, repoussant les corps à gauche comme à droite. Où sont donc passées ses compétences en combat à main nue quand elle en avait le plus besoin ? C'est sans doute difficile d'avoir les idées claires dans des circonstances aussi terrifiantes, mais quand le tueur l'a attrapée pour la première fois, un coup de genou entre les jambes aurait pu l'étourdir suffisamment pour renverser la situation. Après tout, il ne faut jamais hésiter à donner des coups bas dans un cas de vie ou de mort comme celui-ci. Le tueur l'a peut-être prise par surprise au début, mais une fois qu'elle avait atteint le bureau du directeur, elle avait l'avantage. Son premier réflexe d'utiliser son téléphone pour appeler à l'aide était une excellente idée, mais elle l'a abandonné bien trop facilement. Je comprends qu'elle n'ait pas pu déverrouiller son téléphone parce qu'elle avait perdu ses bouts de doigts pendant l'attaque, mais il existe toujours un moyen de contacter les services d'urgence à partir de votre écran verrouillé. Si elle avait maintenu les boutons du volume et du verrouillage enfoncés sur son téléphone, elle aurait pu faire apparaître la barre de défilement pour passer un appel SOS, puis utiliser simplement ses phalanges ou le bout de son nez pour lancer l'appel. Le simple fait d'appuyer sur le bouton de verrouillage aurait fait apparaître l'assistance numérique du téléphone, à qui elle aurait pu demander de passer l'appel à sa place. Tant qu'elle disposait d'un réseau cellulaire, il n'y avait aucune excuse pour qu'elle ne puisse pas trouver un moyen de joindre la police. Elle devait juste faire preuve d'un peu plus de créativité. Si c'était moi à sa place, j'aurais utilisé tous les meubles possibles pour barricader la porte du bureau. Avec l'aide des caméras de sécurité, elle aurait aussi pu suivre les mouvements du tueur. Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur comme un extincteur qu'elle aurait pu utiliser pour se défendre. J'aurais tenu bon dans ce bureau et j'aurais attendu d'être sûre à 100% qu'il n'y ait plus de danger avant de sortir. Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut pour survivre à l'intérieur. Essayer de se cacher dans cette benne à ordures a été sa plus grosse erreur. Et quand il lui semblait que le tueur était sorti, elle aurait pu verrouiller rapidement les issues de l'intérieur, prendre une arme comme un couteau dans la cuisine et se barricader en lieu sûr à l'intérieur du restaurant pendant qu'elle cherchait un moyen d'appeler à l'aide. La chose qu'il ne fallait absolument pas faire, c'était courir en ligne droite pour semer la voiture. Au lieu de ça, la meilleure chose à faire aurait été de changer brusquement de direction pour forcer le gars dans la voiture à faire un virage maladroit qui aurait pu vous donner assez de temps pour vous échapper. Je dois dire que dans l'ensemble, Lizzie a été plutôt nulle en termes de technique de survie. Et j'espère que la prochaine victime de Carver saura mieux se battre. Pendant ce temps au lycée, Evan, l'ami de Jess, reçoit une étrange notification sur son téléphone. C'est un autre post de la scène de crime qui provient du faux compte de John Carver. Et ils sont tous tagués dessus. Terrifiée, Jess jette un coup d'œil au premier message reçu et elle se rend compte que chacun d'entre eux a été tagué selon sa place à la table.
La police est à la recherche de toute information qui pourrait les mener au tueur. Après s'être arrêté au bureau du shérif pour raconter ce qui s'était passé l'année précédente, Jess tombe sur Bobby qui l'attend à l'extérieur. Tout de suite, il s'excuse d'avoir disparu comme il l'a fait, et il avoue qu'il a d'abord blâmé Jess et ses amis pour ce qui s'est passé, mais qu'il a finalement réalisé que ce n'était pas de leur faute. Il s'avère que Jess a vu quelque chose cette nuit-là que personne d'autre n'a vu. Sa belle-mère, qui craignait la mauvaise publicité, a secrètement effacé toutes les bandes de vidéosurveillance de l'incident. Mais il y a un dispositif de sauvegarde dans le bureau de son père qui devrait encore contenir les images. Elle décide d'aller vérifier les enregistrements pendant que Bobby rentre à l'intérieur pour faire sa déposition à la police. Mais pour l'instant, il y a une autre cible sur la liste de Carver. Manny, l'agent de sécurité qui avait pris la fuite. Sentant le danger, ce type fait déjà ses valises pour un voyage de dernière minute en République dominicaine. Mais alors qu'il est sur le point de partir, il se rend compte qu'il ne trouve pas son passeport, ce qui l'oblige à retourner fouiller sa chambre. C'est alors qu'il remarque un masque de John Carver posé sur son canapé, et il comprend que le tueur ne doit pas être loin. Il saisit une batte de baseball et se dirige lentement vers la cuisine, tout en criant à l'intrus de se montrer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un couteau à découper électrique émerge de sous la table et le poignarde brusquement au ventre. Alors qu'il titube vers la porte et tente de s'échapper, le tueur enroule un fil autour de son cou et lui coupe la tête d'un seul coup avant de la fourrer dans un sac de sport et de sortir calmement par la porte d'entrée. Ok, c'est justement pour cette raison que les personnes qui ont un chien vivent plus longtemps. Blague à part, ce n'est pas comme si son ami le chat avait pu lui rendre service dans le combat. Et il est indéniable que les choses auraient pu se passer différemment si, à la place d'un chat, Manny avait adopté des bergers allemands hyper entraînés. Ce type n'a pas su choisir entre combattre ou fuir quand il en avait l'occasion, et il a fini par en payer le prix. Au moins maintenant, il pourra bénéficier d'une remise de 100% sur toutes ses futures coupes de cheveux. Mais Manny, tu as merdé mon gars. Laissez-moi m'expliquer. Ok, revenons au massacre du supermarché Right Mart. Au premier signe de problème, Manny avait choisi de se tirer de là. Mais maintenant, alors qu'il sait qu'un tueur est en liberté et qu'il trouve son masque dans son propre appartement, c'est là qu'il décide d'agir en homme? Sans blague, mec. La porte était juste là. S'il y avait bien un moment où il fallait fuir, c'était celui-là. Le tueur avait toujours l'élément de surprise, ce qui mettait Manny dans une situation désavantageuse. La dernière chose à faire, c'était d'annoncer sa présence à qui voulait l'entendre et d'attendre qu'il vous poignarde dans le ventre, surtout quand vous avez une vue dégagée sur la porte de sortie. Si vous refusez catégoriquement de bouger, ça finira par forcer le tueur à sortir de sa cachette pour vous attraper. Savoir quand se battre et quand fuir peut faire la différence entre rester en vie ou mourir. Et dans ce cas, la fuite était définitivement la meilleure option. Désolé Manny, mais tu as merdé. Retournons à la maison où Jess se réveille et trouve plusieurs appels manqués de ses amis. Il semblerait que le compte de Carver les ait tagués dans un autre message. Cette fois-ci, la tête de l'agent de sécurité leur est servie sur une assiette. La police n'arrive toujours pas à retrouver le tueur parce qu'il n'arrête pas d'éteindre son téléphone et de télécharger des messages à partir de différents endroits. Mais Jess découvre les images de la caméra de sécurité de l'incident de l'année dernière qui sont toujours sauvegardées sur le disque dur qui est dans le bureau de son père, comme elle le pensait. Accompagnée de Bobby, elle apporte les images au bureau du shérif, où elle signale toute personne susceptible d'être impliquée, y compris un joueur de football et une pom-pom girl du lycée rival du sien, qui aurait incité la foule à l'émeute quand ils les ont vus entrer dans le magasin avant tout le monde. On ne sait toujours pas avec certitude qui est le tueur, mais il ne tardera pas à frapper à nouveau. Plus tard dans la journée, l'équipe rivale de football américain se prépare pour son match de l'après-midi, et la pom-pom girl de la vidéosurveillance attire son petit ami Lonnie dans une salle inoccupée du gymnase. Alors qu'elle fait quelques sauts sur le trampoline, le tueur surgit derrière Lonnie et lui tord le cou et tourne complètement sa tête, sans que la jeune fille s'en aperçoive. Alors qu'elle continue à sauter, elle atterrit directement sur un couteau que le tueur a fait passer à travers le trampoline par le bas. La jeune fille rebondit sur le couteau encore et encore, jusqu'à ce qu'elle meure de ses blessures, sans que personne ne puisse en témoigner. Comme le tueur ne montre aucun signe de ralentissement, les deux lycées finissent par annuler le match, et le shérif conseille à Jess et à ses amis de rester groupés et de se mettre à l'abri. Elle décide d'attendre dans le hall qu'Evan et sa petite amie Gabi finissent de se changer. Mais elle ne se doute pas qu'ils viennent de tomber dans une embuscade tendue par le tueur. De plus en plus inquiète, elle envoie un SMS à Gabi pour lui demander si elle est prête à partir. Mais son amie lui répond étrangement en lui demandant si elle peut venir les voir plus tôt. Bien que ça semble inhabituel, Jess mord à l'hameçon. Mais quand elle lui envoie un texto pour lui demander où elle est, elle entend le téléphone de Gabi raccroché de l'intérieur d'une poubelle de recyclage. Elle saisit le téléphone juste à temps pour apercevoir dans le reflet de l'écran le tueur qui se tient derrière elle, et elle évite de justesse de se faire trancher la tête avec une hache. Le tueur poursuit Jess dans le couloir, mais elle se réfugie dans le laboratoire de cosmétologie de l'école et se cache parmi les mannequins pendant qu'il fouille lentement la pièce.
Au dernier moment, elle bondit de sa cachette et à l'aide d'une bombe à aérosol, elle aveugle le tueur d'un coup de laque pour cheveux, ce qui lui donne le temps de courir jusqu'aux policiers qui attendent toujours à l'extérieur. Pour l'instant, elle a réussi à s'en sortir, mais pour ce qui est d'Evan et de Gabby, nous allons devoir attendre pour voir ce qui leur est arrivé. Ok, les choses continuent d'empirer pour les amis ici présents, et s'ils ne trouvent pas un moyen d'arrêter ce fou furieux rapidement, il semblerait qu'ils vont tous finir du mauvais côté du couteau à découper. Avant de retourner à l'action, prenons quelques minutes pour identifier des suspects potentiels et commencer à élaborer un plan que Jess et ses amis encore en vie pourraient adopter pour éviter de finir comme les autres. De mon point de vue, il y a 2 suspects principaux pour l'instant. Mitch, le manager, et Bobby, le joueur de baseball. Parce qu'au cours de l'incident de l'année dernière, Mitch a perdu sa femme, et Bobby a perdu toutes ses chances de devenir une star de baseball. Ce qui leur donne à tous les deux un bon mobile de vengeance. Une des pistes serait d'examiner qui sont les cibles du tueur. Jusqu'à présent, le tueur s'en est pris à la serveuse, à Lonnie et à la Pom-Pom Girl, qui ont été les principaux instigateurs du mouvement de foule, ainsi qu'à Manny, l'agent de sécurité qui avait pris la fuite, ce qui indique qu'il s'en prend systématiquement aux personnes qui ont eu une part de responsabilité dans l'incident. Le fait que Bobby ait abandonné ses amis et qu'il ait disparu pendant 1 an, immédiatement après l'incident, c'est suspect. Cependant, il me semble que Mitch a un meilleur mobile ici, surtout si on considère que chacune des cibles visées jusqu'à présent a joué un rôle vital dans l'incident qui a conduit à la mort tragique de sa femme. Et il a passé toute l'année dernière à protester activement pour la fermeture de Wright Mart, et pour que des poursuites pénales soient engagées contre les propriétaires. Pour le moment, si c'était moi à leur place, je parierais définitivement sur Mitch. Mais nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que ce soit Thomas ou Kathleen qui essaient de régler les derniers problèmes, puisqu'ils sont tous deux fort impliqués dans la dissimulation d'informations. Il se pourrait qu'ils essaient intentionnellement de faire porter le chapeau à un des suspects les plus évidents. En plus, dans ce crime, on nous a appris qu'un plan marche mieux quand 2 tueurs travaillent ensemble. Donc ça complique encore plus les choses. Il y a aussi Bob, un mystérieux employé qui a appelé Mitch la nuit du massacre. Et c'est la raison pour laquelle ce dernier a dû se rendre sur place, ce qui est définitivement très suspect. Pour l'instant, on ne sait pas qui peut être ce Bob, mais c'est un élément à prendre en compte. En tout cas, je voudrais garder un œil sur chacun d'entre eux. Le fait que Mitch soit plus âgé complique les choses. Mais pour ce qui est des amis, qui eux sont jeunes, si c'était moi à leur place, je dirais à chacun de commencer à partager sa localisation sur son téléphone et d'essayer de rester en groupe aussi souvent que possible. Et idéalement de ne pas se quitter 1 minute jusqu'à ce que le tueur soit démasqué. Tout le monde devra jouer le jeu s'il ne veut pas être suspecté. Et si vous savez toujours ce que font les autres à un moment donné, il sera impossible pour qui que ce soit de s'éclipser et de tuer. En plus, vous auriez plein de boucliers de viande à votre disposition si les choses tournaient mal. S'ils veulent prendre le risque, il est possible d'utiliser les informations dont ils disposent jusqu'à présent pour tenter de renverser la situation et d'attirer le tueur dans un piège. Dans le premier message de Carver, on voit le nom de Thomas figurer en bout de table, ce qui signifie qu'il sera très probablement l'invité d'honneur à je ne sais quelle fête démente que le tueur compte organiser. Avec cette information en main, il devrait être possible d'utiliser Thomas ou sa femme comme appât pour faire sortir le tueur de sa cachette. Et avec l'aide des policiers locaux, ça pourrait être leur meilleure chance de prendre le tueur au dépourvu. Et le groupe pourrait bien mettre fin à ce cauchemar avant qu'il n'ait l'occasion de frapper à nouveau. Le père de Julia, l'ami de Jess, débarque soudain dans sa Mercedes et dit qu'il va emmener sa fille en Floride jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Il pense qu'il la met en sécurité en faisant ça, mais ils ne savent pas qu'on ne peut pas échapper à la justice démentielle que Carver a prévue pour Thanksgiving. Pendant ce temps, Julia fait ses valises et se prépare pour ses vacances surprises. Son père a même engagé un des adjoints locaux pour assurer la sécurité. Mais à peine le policier baisse-t-il sa garde que Carver débarque et les assomme tous les deux avec des fléchettes tranquillisantes. Dans sa chambre à l'étage, Julia se penche pour jeter un coton-tige. Et quand elle se relève, elle découvre dans le reflet de son miroir que le tueur se tient juste derrière elle. Et sans crier gare, il lui enfonce 2 minuscules porte-épis de maïs dans ses 2 oreilles. Gravement blessée, elle tente de ramper pour se mettre à l'abri. Mais le tueur l'attrape et la tire vers lui. Jess et Scuba, qui ont assisté à l'attaque en direct sur FaceTime, se précipitent chez elle dans l'espoir de sauver leur ami avant qu'il ne soit trop tard. Mais le temps qu'ils arrivent, ils voient le tueur à l'étage en train de tenir un couteau sous la gorge de Julia. Et il brandit son téléphone pour montrer que Gabby et Evan sont toujours en vie dans sa tanière diabolique. Avant qu'il ne puisse sauver Julia, le tueur projette la fille sur un banc de scie en rotation. Et il semblerait que Julia ne prendra pas l'avion finalement. Ok, c'était absolument brutal. Quelques minutes de plus et la pauvre Julia aurait été en sécurité. Mais malheureusement, son père n'a pas pu lui faire quitter la ville assez vite. Il est trop tard pour la sauver, mais les autres doivent encore abattre ce sale type avant qu'ils ne subissent tous le même sort. Et cette fois, le tueur pourrait bien avoir fait une grosse erreur. Le fait est que nous ne saurons jamais si le père de Julia est en vie, mais plus tard, nous verrons un personnage se faire frapper par une de ses fléchettes et se réveiller.
Ça veut dire que même si Julia est morte, son riche papa tout droit venu des pays de l'Est pourrait toujours être en vie. Il suffit de regarder ce type pour comprendre que c'est quelqu'un avec qui on n'a pas envie de se frotter. Je ne veux pas juger un livre par sa couverture, mais il a le même accent que les mafieux de John Wick. Il se déplace dans une Mercedes complètement restylée, il vit dans un manoir, il a le pouvoir de convoquer l'adjoint pour assurer sa sécurité personnelle, et il dispose des ressources nécessaires pour se rendre en Floride à la dernière minute. D'après ce que je vois, ce type doit avoir des relations et les ressources nécessaires pour faire de la vie de Carver un enfer après ce que celui-ci a fait subir à sa fille. Comme la police n'arrive pas à résoudre l'affaire, et si c'était moi à leur place, j'essaierais de convaincre le père de Julia de nous aider à retrouver le tueur, et ainsi de venger sa fille. Il lui suffirait d'un simple coup de fil pour mettre une équipe de mercenaires lourdement armés sur l'affaire, et nous pourrions ainsi donner à Carver une leçon qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Ce n'est pas gagné d'avance, mais nous devons utiliser toutes nos ressources si nous voulons survivre. Alors, ça vaut le coup d'essayer. À une nuit de Thanksgiving, les derniers survivants et une équipe d'officiers se regroupent chez Jess pour tenter d'élaborer un plan. Elle s'inquiète pour ses amis qui sont toujours retenus en captivité, mais elle voit dans la parade du lendemain l'occasion d'attirer le tueur au grand jour. Ce sera risqué, mais ils décident de l'attirer dans un piège en utilisant la famille de propriétaires du magasin comme appât, pendant que les officiers se tiendront prêts à arrêter Carver dès qu'ils auront réussi à le piéger et qu'il se sera montré. Le lendemain matin, il est temps de mettre leur plan à exécution. Et alors que Jess monte sur leur char, ce type McCarthy lui remet une bague que son père portait quand il était au combat, et il lui dit qu'elle lui portera chance. Le défilé commence normalement, mais où qu'il regarde, il y a des gens habillés en John Carver partout pour faire la fête. Et n'importe lequel d'entre eux pourrait être le tueur. Il y a de quoi devenir parano, mais la vérité, c'est que cette fois-ci, le tueur a décidé de changer de costume. Surgit tout droit de nulle part, ce clown assassin tranche la tête de la mascotte avec une hache et la décapite devant une foule de spectateurs horrifiés avant de lancer plusieurs fumigènes dans la rue. Le chaos s'installe. Tout le monde court pour sauver sa peau et le chauffeur du char freine brusquement, projetant le bout dehors du bateau directement vers l'arrière de son crâne et le faisant ressortir de l'autre côté. Un des adjoints fait monter la famille à l'arrière de son SUV, mais alors qu'ils sont sur le point de s'enfuir, le clown envoie une autre fléchette tranquillisante dans le dos de l'adjoint et l'endort immédiatement. Il envoie ensuite une grenade éclair à l'intérieur du véhicule, se penche par la portière et tire des fléchettes tranquillisantes sur les 4 occupants. Enfin, il saute dans le véhicule et démarre à toute allure avec la famille toujours sur le siège arrière. L'heure du grand final est arrivée et Kathleen est la première à se réveiller. Alors qu'elle reprend lentement conscience, elle se rend compte que le tueur les a tous emmenés dans son atelier diabolique et que ce monstre sadique est en train de la badigeonner lentement d'huile de cuisson et d'assaisonnement de la tête aux pieds. Elle la joue plutôt fine et attend patiemment le bon moment pour s'éclipser discrètement quand il est hors de vue. Mais il revient avant qu'elle n'ait pu aller bien loin. Frustré, le tueur attrape une fourche et commence à balancer de violents coups dans toutes les cachettes possibles de la pièce. Mais il est momentanément distrait quand le minuteur de cuisson se déclenche tout à coup. Ce qui permet à Kathleen de sortir de là. Elle court à l'étage et arrive dans une pièce remplie d'appareils de détection appartenant à la police et de plusieurs costumes de rechange. C'est sûrement la cachette principale du tueur, mais elle sait qu'il est juste derrière elle, et elle se cache rapidement dans un coin, prête à lui asséner une bouteille de vin sur la tête à la seconde où elle en aura l'occasion. Malheureusement, il est bien trop malin pour mordre à l'hameçon. Au lieu de ça, il retourne dans le couloir, plante sa fourche directement à travers le mur, à quelques centimètres seulement de la tête de Kathleen, et la force à sortir de sa cachette. Terrifiée, Kathleen s'enfuit par la porte d'entrée pour sauver sa peau. Mais avant qu'elle ne puisse aller bien loin, Carver lui lance sa fourche directement dans le dos, et il la traîne de force à l'intérieur de la maison alors qu'elle continue à hurler. Sans pouvoir se défendre, elle ne peut que supplier le détraqué de lui laisser la vie sauve alors qu'il l'enfourne et la fait lentement rôtir vivante. Ok, on dirait que Kathleen est cuite maintenant. Elle s'est plutôt bien battue tout compte fait, mais analysons sa tentative d'évasion et voyons si nous pouvons trouver un plan qui aurait pu mieux fonctionner. Comme nous l'avons déjà dit, savoir quand s'enfuir et quand se battre peut faire toute la différence. Et c'est encore vrai ici. Essayer de s'enfuir discrètement quand elle en avait l'occasion, c'était une excellente idée. Mais comme nous pouvons le voir, cette fois-ci, ça n'a manifestement pas marché pour elle. Le fait de se retrouver dans la tanière du tueur sans savoir comment elle est arrivée ici l'a fortement désavantagée. Parce que non seulement elle ne savait pas comment sortir, mais dès que le tueur s'est aperçu qu'elle avait disparu, il s'est immédiatement mis en mode tuerie. Cela dit, c'était le moment où choisir de se battre aurait pu jouer en sa faveur. Pendant qu'il était distrait, Kathleen aurait pu s'emparer discrètement d'un couteau sur le meuble à proximité, puis se rallonger et faire semblant de dormir. Quand il se serait approché suffisamment près, elle aurait pu utiliser l'élément de surprise pour lui asséner un coup de couteau dans les reins et achever ce sale type avant même qu'il ne se rende compte de ce qui se passait.
Ça aurait été risqué, mais dans le cas présent, il aurait peut-être été préférable d'abattre d'abord le tueur avant d'essayer de trouver un moyen de s'échapper. Les autres survivants se réveillent et découvrent qu'ils ont été placés à table aux côtés des précédentes victimes de Carver. Il entre dans la pièce et leur annonce que le dîner est servi avant d'enlever un tissu pour révéler le corps sans tête de Kathleen, présenté sur un plateau d'argent à la manière d'une dinde rôtie. Il leur dit ensuite qu'il y aura un tour de table et que chacun devra dire quelque chose pour laquelle il est reconnaissant, en commençant par Evan. Celui-ci réalise qu'il est en direct, et dès que le tueur lui donne la parole, il commence à crier à l'aide et à essayer de donner autant d'informations qu'il le peut. Mais Carver le renverse sur la table et lui explose la tête avec l'attendrisseur de viande. Et il le tue brutalement, tout en racontant des blagues tordues. Pendant que le tueur s'arrête pour monologuer sur ses motivations, Jess se rend compte que sa bague cache une lame, et elle commence à découper tranquillement les cordes qui lui lient les mains. Une fois libre, elle passe la bague à Scuba, qui se libère juste au moment où Carver s'apprête à donner un morceau de la cuisse de Kathleen à son gourmand mari. Scuba se détache de son accoudoir, traverse la pièce en direction de Carver et le plaque contre le mur. Mais le tueur saisit sa hache et commence à riposter, ce qui force Jess et Scuba à s'enfuir pour sauver leur vie. Ils évitent de justesse les frappes de Carver qui les poursuit à travers la maison. Scuba décide de rester en arrière pour que Jess ait une chance de s'échapper. Il fait de son mieux pour tenir le psychopathe à distance, mais Carver lui assène un coup de couteau au bras et le laisse sur place pour courir après Jess qui s'enfuit dans les bois. Elle parvient finalement à le semer jusqu'à une clôture qu'elle arrive à franchir, et ce faisant, elle se fracture la cheville. Mais le tueur n'est pas prêt d'abandonner la partie aussi facilement. Ok, au moins Jess a réussi à rester en vie, mais il y a toujours ses amis qui doivent se débrouiller seuls. Et la vérité, c'est qu'elle et Scuba ont peut-être manqué une occasion cruciale de mettre fin à ce cauchemar un peu plus tôt. Quand Carver les poursuivait dans les couloirs, il a fini par planter sa hache dans le mur, et du coup, pendant quelques instants, il s'est retrouvé sans arme. Bien sûr, il est difficile d'avoir les idées claires dans des circonstances aussi terrifiantes, mais si Jess et Scuba avaient profité de ce moment pour travailler ensemble, ils auraient pu trouver un moyen de mettre Carver hors d'état de nuire. Nous savons que Scuba peut se débrouiller seul dans un combat. Alors avec l'aide de Jess, ils auraient pu profiter d'être à 2 contre 1 pour éliminer ce sale type et sauver leurs amis. Mais maintenant, tout dépend de Jess. Et on va voir si elle peut encore sauver la situation. Jess court pour sauver sa vie et finit par revenir à l'endroit où la parade avait commencé. Et elle y trouve le shérif, mort d'une blessure à la tête. Elle regarde vers le bâtiment et aperçoit le tueur qui se faufile par une porte latérale. Alors elle s'empare de l'arme du shérif et le suit courageusement à l'intérieur. Dans l'ombre, elle le voit enlever son masque et elle découvre qu'il s'agissait de Bobby depuis le début. Tout à coup, le shérif surgit et l'attrape par derrière. Apparemment, il n'était pas mort finalement, et il lui dit de retourner à l'extérieur pendant que lui va s'occuper de son ex. Jess fait nerveusement les 100 pas à l'extérieur quand elle entend plusieurs coups de feu. Le shérif sort du bâtiment en titubant et il affirme avoir affronté Bobby, mais qu'il a perdu sa trace en quelques minutes seulement. Le reste des forces de police fait une descente dans le bâtiment et fouille chaque centimètre à la recherche des traces du tueur. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est le téléphone portable de Bobby, toujours connecté au compte de Carver. Alors que tout le monde est occupé, le shérif prend Jess à part et la remercie pour son aide. Mais elle demande qu'on la laisse seule un moment pour digérer tout ce qui vient de se passer. Au bout d'un moment, il revient pour l'emmener à l'hôpital. Mais c'est alors qu'elle fait une découverte terrifiante. Le pantalon et les chaussures du shérif sont couverts du même type de broussailles que celle qu'elle a traversée dans sa fuite. Ce qui prouve que le tueur n'était pas Bobby, mais que c'était lui. La vérité, c'est que la femme du gérant du magasin et lui avaient une aventure en secret. Mais elle s'est fait tuer lors du massacre de Thanksgiving. Et depuis, il préparait sa vengeance contre les responsables. Il comptait faire porter le chapeau à Bobby et le faire passer pour le tueur. Mais le gamin a réussi à s'échapper, ce qui a fait capoter son plan. C'est alors que Jess lui révèle que pendant qu'il était distrait, elle a discrètement pris le téléphone de Bobby dans le sac pour pièce à conviction. Et toute sa confession a été diffusée en direct à des milliers de téléspectateurs. Furieux, le shérif la jette au sol, mais Bobby le neutralise d'un coup de marteau lancé à travers la fenêtre, et Jess et lui s'échappent juste à temps. Ok, il semblerait que nous sachions enfin qui est le tueur. Mais il y avait un moyen pour Jess de le découvrir un peu plus tôt. Réfléchissez-y de cette façon. Dans le premier message qu'il avait envoyé, le tueur avait prévu des places à la table pour chacun d'entre eux, avec des marque-places bien en évidence face à la caméra. Si elle avait pu zoomer suffisamment, elle aurait remarqué que quelqu'un manquait bizarrement à l'appel. Le shérif lui-même. Il était le seul membre des forces de l'ordre présent lors du massacre, et le tueur aurait donc dû en faire une cible aussi.
Le fait que son nom ne figurait pas sur le plan de table était un signe avant-coureur qu'il était derrière tout ça depuis le début. Et même s'il aurait été presque impossible pour elle de s'en rendre compte à ce moment-là, ils auraient pu l'attraper plus tôt si Jess et ses amis avaient remarqué ce petit, mais ô combien important, détail. Pendant qu'il s'enfuit, Jess actionne une pompe et remplit cette énorme dinde gonflable avec un gaz inflammable. Ils sautent tous les deux dans le véhicule professionnel de son oncle en espérant se sauver à toute vitesse. Mais le shérif saisit le câble de remorquage du véhicule et l'attache à une colonne de soutien, ce qui immobilise le véhicule. Il pense les avoir pris au piège et il commence à marcher lentement vers eux en faisant grincer sa hache le long du câble. Mais Jess a un dernier tour dans son sac. Alors qu'il se rapproche, elle charge un mousqueton qu'elle a trouvé à l'arrière du véhicule et elle tire en plein dans la dinde géante. Le gaz s'enflamme et explose dans une gigantesque boule de feu en enveloppant le shérif. Il semblerait qu'elle et Bobby aient réussi à se tirer d'affaire. Et leurs amis survivants les rejoignent à l'extérieur alors que la police et les pompiers se précipitent sur les lieux. Bien que les officiers pensent que personne n'a pu survivre à l'explosion, le corps du shérif n'a jamais été retrouvé. Et les survivants ici ont appris la leçon la plus importante qui soit. Pour faire les meilleures affaires, il vaut mieux faire ses achats en ligne pendant le Cyber Monday. Happy Thanksgiving! Ouais, je sais pas trop. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Si c'était moi et que je vivais dans une petite ville et que tous mes amis se faisaient tuer par un pèlerin cinglé, je me tirerais de là. Je n'attendrais même pas que la police me dise quoi faire. Je me mettrais en mode avion, j'irais à la campagne et j'attendrais que toute cette merde soit terminée. Je ne vais pas risquer ma vie pour un tueur fou dans une petite ville. Alors là, franchement, c'est non. J'ai vu trop de films du genre. Je ne le ferai pas. Mais dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!